Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Je vais vous parler des ETF de mon PEA. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc les ETF, alors on va peut-être démarrer assez rapidement pour ceux qui ne sont pas habitués à cette notion. Un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un fonds indiciel qui est coté en bourse et qui va répliquer la performance, donc à la hausse ou à la baisse, d'un indice donné en investissement dans un panier d'actions ou d'obligations conçu pour reproduire les positions de l'indice. Alors en fait, ça peut être effectivement soit un ensemble d'actions qui reproduit de manière fidèle un indice. Par exemple, si on parle du CAC 40, c'est un panier d'actions des 40 actions qui reproduisent donc de manière fidèle l'indice, ou alors ça peut être quelque chose qui peut se faire par réplication, c'est-à-dire qu'on va prendre des produits dont le comportement va être identique, ou alors on va garantir en fait au travers de swap par exemple, hein, donc de montage de produits un peu plus complexes, on va garantir la performance identique au fond sur lequel est bâti l'ETF. C'est pour ça que vous pouvez avoir, par exemple, au sein d'un PEA, un ETF basé sur le SP500, même sur le SP500, vous n'avez que des sociétés cotées aux États-Unis. Alors, j'ai pris un exemple sur DeGiro. Les 4 ETF les plus négociés dans le monde, vous avez le Vanguard SP500. On va retrouver également donc des ETF basés sur ce qu'on appelle le MSCI World, c'est-à-dire un panier d'actions représentatif des actions mondiales. Alors, il faut faire attention parce que généralement, quand on regarde dans le détail des ETF type E-Monde, vous allez retrouver quand même une très forte pondération de sociétés américaines. Donc parfois, prendre un SP500 et un MSI World, c'est un peu prendre 2 fois la même chose. Dans ce cas, il vaut mieux peut-être prendre un SP500 et puis aller chercher un ETF pays émergent, par exemple. Si on regarde, ce qu'il faut faire attention quand on prend des ETF, alors il faut déjà regarder si l'ETF est éligible ou pas au PEA, pardon, on va regarder ça un petit peu plus tard. Et puis, on va regarder également les coûts, hein, puisque vous pouvez avoir, c'est ce que vous voyez ici, Total Expense Ratio, vous pouvez avoir des ETF qui sont plus ou moins chers, ça dépend de la complexité qu'il faut pour monter l'ETF. Donc quand on prend des ETF classiques type Monde, SP500, CAC 40, etc., généralement on trouve des ETF à frais réduits, moins de 0,1%. Et puis lorsqu'on est sur des ETF un peu plus complexes, par exemple ici iShares China ou alors du Asie-Pacifique, on va retrouver des frais un peu plus élevés. Un aspect qui est intéressant aussi, c'est que on peut aussi avoir des ETF qui sont thématiques. Alors là, le thème, ça peut être lié à une industrie. Par exemple, ici, tout ce qui est robotique, automation et robotique. Et ça peut être également lié aux matières premières. Par exemple, ici, on va retrouver ici un ETF, Gold Miners, qui va regrouper, par exemple, des producteurs ou exploitants en fait de mines d'or. Donc c'est un moyen, lorsqu'on ne sait pas forcément quelle action acheter, c'est un moyen d'investir de manière indirecte dans, par exemple, de la matière première. Alors moi, à titre d'exemple, donc là, on parle en dehors du PEA, mais j'avais à un moment donné investi sur les mines d'uranium au travers d'un ETF qui s'appelle Sprott, donc qui est généré par la société HAN, HAN ETF. Donc c'est un ETF qui est purement dédié en fait sur le marché de l'uranium. Si on regarde effectivement la performance de cet ETF, alors depuis avril 2023, on est passé de 5,59 à un plus haut de l'ordre de 12 euros. Alors, l'intérêt de ce type d'ETF, eh bien, si on pense que la transition énergétique se fera au travers de la relance du nucléaire au niveau mondial, ça peut être intéressant. Eh bien, ici, par exemple, d'observer un creux autour des 7 euros pour investir dans ce type d'ETF. Alors maintenant, si on revient sur la partie purement PEA, alors pourquoi j'ai mis des ETF USA dans mon PEA? Eh bien, tout simplement, si on compare la croissance du marché américain par rapport au marché européen, on a toujours une prime sur ce marché américain.
2 exemples. Un premier exemple, c'est le Nasdaq. Vous avez ici l'évolution du Nasdaq. On a une croissance du modèle de l'ordre de 8,36% par an. On a la progression sur l'année qui vient de s'écouler est de 33% et de 120% sur les 5 dernières années. Donc sur les 5 dernières années, on est à plus que 20% de croissance annuelle. Alors, bien sûr, il faut faire attention, puisque aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux relativement élevés, puisque si on regarde, on est à peu près à 1,42 écart type. Donc la zone entre 1 et 2 écart type, c'est une zone dans laquelle on était notamment lors de la bulle des années 2000. Donc faire très attention quand même, néanmoins, lorsqu'on va investir dans un ETF qui est un ETF, en l'occurrence, s'il est éligible au PEA, qui réplique des actions du Nasdaq. Un deuxième exemple, donc c'est l'ETF MSCI World, qui est un petit peu plus large que les actions américaines, mais néanmoins qui est quand même surpondéré en actions américaines. On a un peu plus de 10% de croissance annuelle. Et on est également actuellement aussi à 1,40 écart type. Donc on l'a été également donc à la fin de l'année 2022. On peut voir qu'il y a eu une très belle correction. On y était également en 2016. Lorsqu'on va se rapprocher des 2 écarts types, il faut être quand même relativement vigilant. Alors, quels sont les ETF que je dispose au sein de mon portefeuille? Eh bien, moi, j'ai 3 ETF. J'ai fait un choix 100% US. Donc, j'ai pris un premier ETF qui est le PANX. Donc, il y a un ETF basé sur le Nasdaq 100, un deuxième ETF basé sur le SP500, donc dont le code c'est PSP5. Et pour, on va dire, pour agrémenter le tout, j'ai pris très récemment donc un ETF CL2. J'ai fait une vidéo, vous pouvez la regarder dans la liste des vidéos. Donc, un ETF à effet de levier, c'est-à-dire qu'on va amplifier 2 fois la performance, cette fois-ci du MSCI USA. Donc on va très bien le répliquer à la hausse, mais on va également répliquer à la baisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une correction des marchés américains, eh bien cet ETF CL2 va corriger 2 fois plus que la correction potentielle qu'on pourrait avoir sur les marchés américains. Alors maintenant, quel est mon niveau de risque? Eh bien, j'ai investi 12% de mon portefeuille dans ces ETF. Donc j'ai quand même une répartition entre actions et ETF qui est quand même relativement maîtrisée en termes de risque, puisque l'exposition au marché américain, que ce soit le Nasdaq 100, le SP500 ou le MSCI US x2, n'est que de 12%. Le deuxième indicateur que je vais regarder également, et c'est également ce qui va guider le fait ou pas de renforcer dans ces ETF, eh bien c'est tout simplement le suivi du prix de revient unitaire par rapport au moins 1 sigma que je vais avoir sur chacun des ETF, sur l'évolution sur la droite de régression, sur un maximum de temps, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, le maximum de temps que je pourrais analyser. Donc si on regarde, qu'est-ce que ça donne? Eh bien dans le tableau, j'ai mis mes 3 ETF, SP500, Nasdaq, USA, MSCI, USA x2. Vous avez les codes ici. Vous avez le cours. Je vais noter le PRU. Donc, par exemple, pour le SP500, c'est 32 €, 37 € pour le Nasdaq 100 et 20 € pour le MSCI USA x2. Et je vais regarder sur mes droites de régression le moins 1 sigma. Et je vais essayer de m'assurer d'avoir un prix de revient inférieur à moins 1 sigma. Alors, moins 1 sigma aujourd'hui, mais je vais également prendre en compte la croissance du modèle et appliquer la croissance du modèle sur les 12, 24, 36, etc. Prochains mois pour m'assurer que lorsque je vais renforcer chacune des lignes, je reste en dessous des moins 1 sigma. Donc, ça va donner le tableau que vous avez en dessous. Donc, en fonction de mon PRU, je vais regarder ici quels sont les niveaux moins 1 sigma qui vont occurrer dans le temps, dans les prochaines années, en prenant en considération, alors on est forcément obligé de prendre des hypothèses en entrée, la croissance du modèle sur le long terme. Donc, par exemple, pour le SP500, c'est 12,72%. Pour le Nasdaq 100, c'est 16,6%. Et pour le MSCI World, qui réplique 2 fois en fait la croissance des USA, c'est 24%. Donc vous voyez, c'est quand même une croissance très très agressive. Et lorsque je vais renforcer l'ensemble de ces lignes, je vais bien sûr faire monter mon PRU et je vais le comparer par rapport aux valeurs ici du moins 1 sigma sur les prochaines périodes.
Alors, vous allez me dire pourquoi moins 1 sigma? Eh bien, tout simplement, dans 84% du temps, le cours de ces indices va se situer au-dessus de moins 1 sigma. Donc, c'est-à-dire une valeur de cours supérieure ou égale au moins 1 sigma. Donc, si j'arrive à maintenir un PRU inférieur à moins 1 sigma, eh bien, mon niveau de risque est quand même relativement faible, notamment sur du très long terme, puisque ces différents indices ne se situent dans la distribution que 16% du temps dans des valeurs inférieures à moins 1 sigma. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.